Andronis, il avait aussi beaucoup de mal. E2LEN. On est à l'antenne. De retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant donc au focus. On a déjà commencé à discuter hors plateau, vous le savez. Je reçois ce soir donc Pamela Aubertan, qui est politologue. Bonsoir Pamela. Bonsoir. Ça va? Ça va. Très bien. Nous avons également Saya Soumia, qui est infirmière libérale. Bonsoir. Bonsoir Harold. Et nous avons également Hélène Bessis, qui est avocate. Bonsoir. Bonsoir Harold. Donc vous représentez à vous trois une petite partie du conseil scientifique local. Alors aujourd'hui, non, il n'y a que moi qui représente le conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, mais justement le conseil scientifique, on travaille en lien avec d'autres collectifs, d'autres organisations, avec des avocats. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion pour nous de présenter aussi nos partenaires avec lesquels on travaille et avec lesquels on noue aussi de très belles relations. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le conseil a un petit peu des ramifications un peu dans tous les secteurs de métier en Guadeloupe. On est en connexion. C'est ça qui est important, c'est qu'on est en connexion, on est en lien. Et peu importe les problèmes, justement, quand on a des problèmes, quand on est attaqué seul, on n'y arrivera pas. Par contre, si on arrive à faire des liens avec différents corps de métier, avec différents collectifs, là, on peut avoir plus de force, plus de propositions, et là, on peut être plus percutant. Très bien. On va parler du conseil un peu plus tard. On fera une petite dédicace à vos détracteurs, puisqu'il y en a quand même pas mal. Hein. Ils sont un peu acharnés à ce que je constate. C'est normal, ça prouve, vous savez, la haine n'est jamais très loin de l'amour, donc ça prouve qu'il y a un sentiment qu'on provoque, et donc c'est toujours bénéfique. De toute façon, dans une société, on ne peut jamais être apprécié par tout le monde. Oui, mais c'est un peu la virulence des propos à votre égard. On aurait limite dit que vous êtes des terroristes, hein, entre guillemets. Non, mais sérieusement, quand on les entend parler, on voit un petit peu les commentaires, on dirait que vous êtes des terroristes et que c'est de votre faute si la Guadeloupe, si tout le monde meurt en fait en Guadeloupe. On pourra peut-être discuter par la suite pourquoi on a eu cette vague meurtrière, mais en tout cas, moi, je leur envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie. Et voilà. Très bien, j'espère que le sentiment sera partagé. Moi, c'est pas sûr. Alors, on entre dans la dernière ligne droite, effectivement, pour les personnels soignants qui façadent avec, effectivement, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire qu'ils devront présenter pour regagner leurs fonctions. Visiblement, le ministre de la Santé aurait donné un délai supplémentaire à la Guadeloupe, notamment, jusqu'à ce qu'il a dit à la fin de la 4e vague. Interrogé lors du dernier point presse, Valérie Denux a dit non, on va poursuivre le calendrier comme prévu. S'en est suivi un petit coup de pression, entre guillemets, de Gérard Cotellon avec ses fameux courriers et ses notes internes au personnel soignant pour leur indiquer qu'ils devraient avoir leur première dose au 15 septembre, donc dans à peine 2 jours. Où est-ce qu'on en est, mesdames? Obligation vaccinale pour les soignants au 15 septembre ou pas 15 septembre? Où est-ce qu'on en est? Dites-nous tout. Alors, juridiquement, moi je suis près des textes de loi et de leur analyse. Alors effectivement, M. Véran a dit, dans sa conférence de presse du 26 août, qu'il repoussait la vaccination obligatoire pour les soignants de Guadeloupe et de Martinique. Il a été extrêmement précis. Après la 4e vague, et interrogé par un de vos confrères, qui lui dit « Mais c'est quand la fin de la 4e vague ?» Il a répondu « Si vous le savez, venez donc me le dire, ça me fera plaisir. » Bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation vaccinale puisqu'elle est repoussée. Je vous signale aussi que M. Véran, toujours lui, et M. Lecornu, lors du débat à l'Assemblée nationale du 7 septembre, ont dit, et M. Véran a été très clair, je l'ai entendu et je l'ai lu dans le compte-rendu de l'analyse de la séance de l'Assemblée, il a dit très exactement « Nous avons décidé, en parlant du pass sanitaire, de ne pas l'appliquer dans les territoires ultramarins en état d'urgence sanitaire pour des raisons que chacun peut comprendre. » Je lis très exactement ce qu'il a écrit. « Je vous confirme que ce qu'a dit très justement le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, quand nous quitterons l'état d'urgence sanitaire à l'heure du déconfinement, nous adapterons au cas par cas, territoire par territoire, l'instauration d'un pass sanitaire qui s'appliquera, mais dans des conditions différentes de celles de la métropole. On trouve ça sur le site de l'Assemblée nationale, séance du 7 septembre. Ça, ce sont des déclarations qui, quand même, font foi et
qui doivent normalement retenir tous ceux qui s'affolent aujourd'hui à me parler de la date du 15. Mais il y a pire. Je pense que ni M. Cotellon, ni d'autres qui sortent des notes, il y en a des kinés, des conseils des kinés, enfin bon, il y en a de toutes sortes. L'article 12, qui est l'article de la loi, qui très spécifiquement cible les personnels soignants, tous les personnels soignants. Il y en a une page et demie. Cet article 12, il n'y a pas de décret d'application. Sans décret d'application, la loi n'est pas applicable. Je ne suis pas la seule à le dire. Le Sénat, dans le cadre de sa commission de contrôle d'application des lois, vous savez que le Sénat contrôle l'application des lois régulièrement. Il y en a toute 3 pages ou 4 pages, et il détaille l'ensemble de la loi avec les décrets en application et ceux qui n'existent pas. Il retoque même le gouvernement sur un décret qui n'était pas prévu par la loi et qui a été pris, de même que pour 2 arrêtés. Mais pour le reste, les décrets d'application qui concernent l'obligation vaccinale n'existent pas. En droit, s'il n'existe pas, la loi n'est pas applicable. Donc c'est quand même fou. Ah on est dans un vide juridique total. Donc on est dans un cadre où on applique la loi finalement avant même qu'elle ait été votée. Voilà. Maintenant qu'elle a été votée, le décret d'application n'est toujours pas sorti, et donc on continue de foncer. Je suis désolée, non, c'est illégal. Techniquement, tout le monde le sait. Techniquement, tout le monde le sait. Je pense que tout le monde est comme moi capable d'aller regarder dans les comptes rendus du Sénat, dans les contrôles d'application des lois, dans les débats de l'Assemblée. Je pense que chacun, parmi les autorités, en tout cas parmi les conseillers des différentes autorités, sait lire et sait chercher. Or, j'entends énormément de choses qui juridiquement ne tiennent pas la route. On ne peut pas appliquer une loi s'il n'y a pas de décret d'application. Donc aujourd'hui, sans décret d'application, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et avec la dernière déclaration du ministre Véran et du ministre Lecornu, qui en avait fait une autre un petit peu avant, à peu près dans le même style, là maintenant, c'est le pass sanitaire qui est renvoyé à la fin de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, puisque vous savez que ça a été voté à l'Assemblée, ça passe au Sénat le 9. C'est-à-dire, c'est déjà passé au Sénat et ça a été voté. Pour le 15 novembre. Pour le 15 novembre. Donc, je ne comprends pas toutes ces dissertations, ces acharnements, ces pressions, parce que, attention... Donc ce n'est même pas inscrit dans la loi qu'ils continuent quand même leur pression pour avoir un maximum de vaccination. C'est écrit dans la loi, mais... Comme il n'y a pas de... Il est écrit dans la loi, très exactement, dans le contrôle de légalité, c'est très clair. Il est écrit dans l'article 12 qu'il faut... Je l'ai apporté, pour qu'on soit bien clair. Oui. Article 12, division 2, donc qui nous concerne particulièrement. Un décret pris après avis de la haute autorité détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 des personnes mentionnées au 1 du présent article. C'est la grande liste, vous savez, des personnels soignants. Il précise les différents schémas vaccinaux et pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au 1 toujours, et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme permettant d'identifier que la nature de celui-ci satisfait aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas une contamination par la Covid-19 et leur établissement à la suite d'une contamination. Écrit noir sur blanc, on ne peut pas faire de zoom malheureusement, décret en attente de publication. D'accord. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres où c'est décret non prévu, arrêté non prévu. D'accord. Donc le Sénat, vous savez, a une mission de contrôle. Et depuis le temps que je le fréquente, ils sont extrêmement pointilleux. Et donc à chaque fois, ils scrutent l'application des lois, ils scrutent les parutions.
Et là, moi, je vais régulièrement. Cette loi m'intéressait particulièrement, puisque j'avais été saisie par des infirmières, des médecins, des personnels soignants en général. Donc, je scrutais tout ce qui se passait. Et c'est là que je suis tombée sur cette superbe information. Et c'est là que, par recoupement également, j'ai été regarder les débats de l'Assemblée. Est-ce qu'en état d'urgence, j'ai une question qui me vient. Oui. Est-ce qu'en état d'urgence, le Sénat a possibilité de s'exprimer par rapport à ce que... Est-ce qu'en état d'urgence, c'est pas le président qui a les pouvoirs? Non, c'est autre chose. L'état d'urgence permet au gouvernement, et donc chez nous, aux représentants du gouvernement, c'est-à-dire le préfet, de prendre différentes mesures d'urgence. Mais cela étant, je suis désolée, l'état d'urgence sanitaire détermine simplement qu'on est dans une situation de crise qui va permettre de passer outre un certain nombre de règles de droit, pour dire simple, et qu'à partir de là, on prendra des décisions, des arrêtés, des décrets, etc., etc. Donc, non. Aujourd'hui, et en plus, je veux dire, compte tenu des déclarations faites par M. Véran à l'Assemblée et à sa conférence de presse, plus clair que ça, tu meurs. Donc on est dans quel cas de figure? On a un ministre, donc un ministre de la Santé et un ministre des Outre-mer qui nous donne une version. Arrivé en local, visiblement, le message a été dilué au passage. Et là, on arrive à... Non, la date du 15 septembre est maintenue. Voilà. Donc on est dans quoi? Dans du bluff? Alors, je pense qu'on est... ça, c'est une analyse... plus politologique, qui devrait revenir à Pamela. C'est une situation où, à mon avis, on veut entretenir un climat de pression, parce que, oui, de peur aussi, je suis d'accord avec vous, dans la mesure où ce qui est recherché, aujourd'hui, on vous dit, la seule solution, le seul, c'est le vaccin. Le seul et unique. C'est le seul et l'unique. Est-ce que c'est vrai ? Et le traitement. Pourquoi empêche-t-on les médecins de traiter? Il n'y a pas de traitement. Ah, non. De la version qu'on a, oui, mais de la version. Oui, non, mais ça, c'est la version. Et ils s'y tiennent, hein. C'est la version française, hein. Oui, justement. C'est pas la version internationale. Voilà. C'est pas la version internationale déjà de 1. Si on voyage un petit peu, si on va au Bénin, si on va dans la ville de Mexico, si on va dans l'État de Uttar Pradesh, en Inde, si on va... en République dominicaine, à côté. Aux États-Unis, en République dominicaine, les gens traitent. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont montré que ce sont les pays riches, en fait, qui traitent le moins bien parce qu'ils ont fait le pari du vaccin. Et les autres pays qui ont moins d'argent, eux, ils ont fait le choix, le pari de traitements connus et surtout peu chers. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte que ce choix-là, aujourd'hui, j'ai quelques exemples, alors notamment le cas d'Israël, et j'ai fait une chronologie, parce que pendant longtemps, on avait insensé, moi sur ces plateaux-là, beaucoup de gens disaient, regardez Israël. C'était l'exemple à suivre. C'était l'exemple. Mais depuis 1 mois, 2 mois, non. Il faut plus les suivre, apparemment. Et ça a été très rapide. À la mi-juin, il y avait des caméras qui étaient sur Israël, on a levé le port du masque, tout le monde pouvait sortir, c'était magnifique. Mais 2 semaines après, pratiquement, 10 jours plus tard, on a réimposé le masque. Les contaminations ont augmenté, fin juillet ça a augmenté, 22 août, 3e dose. À tout le monde. Alors au début c'était en mi-juillet, c'était la 3e dose pour les personnes plus de 65 ans, maintenant c'est à tout le monde. 31 août 2021, le nombre de cas quotidiens a explosé, donc on a même plus de cas là que l'année dernière. Pourtant, l'année dernière, il n'y avait pas de vaccin. Et il passe à la 4e dose, là, quelques jours. Et il y avait 85% de personnes, 90% de personnes vaccinées en Israël. Et un chiffre aussi intéressant, 95% des patients sévères sont vaccinés et 85 à 90% des hospitalisations concernent des personnes complètement vaccinées. Et là, on va vers cette 4e dose, donc on se dit, mais ça c'est bizarre, parce que le responsable de la lutte contre le coronavirus, donc il s'appelle Salman Zarqa, qui a dit, il semble que tous les quelques mois, il faudra se faire vacciner. Et il dit, voilà, le virus est là, il continuera d'être là, nous devons également nous préparer une 4e injection. Et donc, il faudra peut-être faire des injections tous les 5 ou 6 mois. Or, vous avez des pays qui ont choisi autre chose. Et donc, par exemple, on a remarqué que quand le Covid, c'est une maladie, faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est une maladie qui sera bénigne, mais pour d'autres personnes, ça peut vraiment dégénérer. Et ça peut... Surtout les personnes atteintes de comorbidité. Voilà, exact. Surtout si on n'est pas pris en charge précocement. Aussi. Je pense que Sonia va pouvoir rebondir. On va y venir. Et surtout s'il n'y a pas les traitements.
Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que, voilà, c'est pour ça qu'on parle de syndémie. C'est-à-dire que ce virus, on a parlé de pandémie, mais non, c'est une syndémie. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre ce virus et une maladie qu'on a déjà qui peut entraîner un cocktail explosif. Et donc ça, c'est important à prendre en compte en politique publique. Et on a remarqué que malheureusement, les politiques publiques n'ont pas pris ça en compte. Et ils ont imposé, moi je sais que j'ai eu le Covid, on m'a dit, restez chez vous, Doliprane. Et on a vu que cette règle-là, finalement, n'a pas fonctionné. Doliprane. Et quand on attend que la situation dégénère, eh bien, on l'a vu en Guadeloupe ce que ça a donné. Quand vous n'êtes pas pris en charge à temps et quand vous venez, quand la situation dégénère, souvent, malheureusement, c'était trop tard. Donc là aussi, je pense qu'il faut prendre exemple aussi, cette fois-ci sur d'autres pays, sur l'Afrique, par exemple le Bénin. Le Bénin a 9 morts par million d'habitants, la France a 1776 de morts par million d'habitants. Donc au bout d'un moment, je veux bien cette tradition franco-française. Et le Bénin, ils sont à quel niveau de vaccination? Eh bien très peu. Ça doit être dans les 0%, les 1%, plutôt 10%. plus. C'est ça. 10%? Tout ça? Quand même. Ah, je sais pas, je pense pas. Et je pense que pour rebondir sur la question posée tout à l'heure à Hélène, sur le gouvernement, il y a une véritable cacophonie. C'est-à-dire que c'est un gouvernement, on a l'impression qu'il navigue comme ça à vue. On l'a vu pour le port du masque. Enfin, moi, j'ai fait l'historique où, au début, on avait Sibeth Ndiaye et Olivier Véran, Agnès Buzyn. Le masque n'est pas nécessaire. Nous avons des milliers de masques. 1,3% pour le Bénin, en première dose. 1,3%. Et donc voilà, on a eu cette cacophonie du gouvernement au début sur le masque, on l'a actuellement sur les vaccins. Aujourd'hui, on vous dit encore, et le courrier de M. Cotellon le dit encore, c'est de l'ingénierie sociale. Pour protéger les autres. C'est une technique pour déstabiliser les gens. C'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire. C'est une technique qu'ils n'avaient pas essayé avant dans d'autres pathologies. Et on a constaté qu'avec le coronavirus, c'est une technique qu'ils ont appliquée, qui marche très bien, parce que les gens vous disent « je ne sais plus quoi penser ». Même des médecins me disent « je ne sais plus quoi penser ». Et ils ont réussi leur coup. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, on revient dessus, on dit le contraire, et finalement, après, on ne sait plus. On ne sait plus où se positionner, en fait. Exactement. Parce que la même personne a dit tout et son contraire. Exactement. Donc ça, c'est une technique qui relève de l'ingénierisme social. C'est une technique pour pouvoir déstabiliser les gens, pouvoir les mettre, dans la peur, les enquister dans une forme de peur, et pouvoir après mieux les manipuler. Donc il faut rester pragmatique. Il faut s'orienter ou vers comité scientifique ou vers Réinfo Covid, vers les avocats. De toute façon, on travaille tous en lien. Et demander conseil. Puisque nous, on fait que ça tout le temps, de pouvoir essayer de déblayer un petit peu les informations et de tirer en substance potentiellement... Demander conseil. Il faut savoir à qui on peut demander conseil. On sait qu'il y a ceux qui sous-tendent effectivement la version officielle, qui sont très représentés médiatiquement et qui justement discréditent. Et là on en revient un peu aux accusations qu'on profère par exemple contre le Conseil. C'est-à-dire que il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que le Conseil va avancer un argument, il n'y aura pas de discussion et ça va être directement mis sur le plan du complotisme ou de la bêtise et de l'ignorance. Donc on se débat de comment, en fait, en tant que spectateur, C'est là qu'on voit vraiment la différence entre, et que plusieurs chercheurs avaient déjà montré, entre la science et le dogme. Vous savez, dans la science, vous émettez des hypothèses. Vous dites, je fais une hypothèse, je vais regarder les cas qui vont confirmer ou qui vont infirmer. Par exemple, on fait l'hypothèse que le vaccin va fonctionner, si on prend le cas d'Israël, puis on se rend compte, là, si je dois faire 4, 5, 6 doses, faut peut-être que mon hypothèse, que je la revoie. Mais là, vous voyez, on s'enfonce, c'est-à-dire que là, on va vers le dogme. Le dogme, c'est une croyance, c'est-à-dire que pour moi, c'est ça. Et peu importe les données, qu'importe que les données varient, ça sera ça. Et on a connu ça avec l'Église catholique, par exemple. C'est le dogme où l'Église était persuadée, par exemple, que la Terre était plate ou que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Et on a été jusqu'à détruire les livres, tous les livres qui disaient le contraire. Et donc aujourd'hui, tous les scientifiques et vraiment tous les médecins, tous les scientifiques, nous on a des médecins au conseil scientifique qui ne peuvent pas s'exprimer parce que systématiquement, ils risquent d'être radiés de l'ordre. Et on nous parle de consensus, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on nous parle de consensus scientifique. On nous dit que la majorité des scientifiques sont d'accord, alors que on passe un petit peu de temps sur les réseaux, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Actuellement, tout le personnel soignant qui a une opinion, qui s'écarte de ce que Laurent Mukiele appelait la doxa du gouvernement, donc de cette ligne de conduite, eh bien, vous vous faites inquiéter. Conseil de l'ordre. Conseil de l'ordre. Par contre, si vous restez... Jusqu'aux menaces.
Et par contre, si vous restez dans le cadre du gouvernement, alors là, vous faites les plateaux télé, vous êtes encensé. Et voilà, de toute façon, moi j'ai toujours la vérité prend l'escalier. Mais ce qui va être problématique, c'est qu'on avait... on sort donc... c'est pas on sort, on est en train de découvrir finalement la fracture et la crise de confiance qu'il y a entre les citoyens et les politiques. Là, finalement, on a eu droit à une gestion très politisée d'une question scientifique. Est-ce qu'on ne va pas vers une rupture de confiance entre la population et les médecins, par exemple, et le secteur médical? Ça a déjà commencé. Oui, bien sûr. Un peu beaucoup. Oui, il y a beaucoup de patients qui changent de médecin parce qu'ils ne sont pas en accord avec les prescriptions qui sont proposées. Donc, ils s'orientent aussi vers nous, vers Info Covid, vers les infirmiers, et ils nous demandent notre avis. Mais bon, c'est assez compliqué parce que je sais que beaucoup de mes confrères et consoeurs ont du mal à vouloir prendre position parce qu'on leur dit de rester neutre. Donc, rester neutre, neutre pro-vaccin, on leur dit si c'est pro-vaccin, ça passe mieux. Dans tous les cas. À partir du moment où ça va... Et ceux qui ont un avis un peu mitigé, on leur dit tout simplement de se mettre en retrait. De ne pas se positionner, tout simplement. À partir du moment où on se positionne, ça peut être compliqué. Comme ça, on maintient le statu quo, finalement. Et ça, vraiment, ça c'est la mort de la science. Parce que justement, la science, c'est de se poser des questions, c'est d'émettre des hypothèses, c'est d'admettre aussi qu'on s'est trompé. Je pensais ça, puis c'est pas ça. Et c'est surtout avoir ce questionnement permanent de cette remise en question. Et c'est avoir ce doute aussi de tout ce qu'on nous présente. Or là, et c'est d'avoir cet esprit critique. Or là, toutes ces valeurs scientifiques qui ont fondé quand même, qui se sont faites d'ailleurs en réaction à l'absolutisme et qui se sont développées durant le siècle des Lumières, mais sont en train d'être bafouées. Aujourd'hui, on ne peut plus douter. Aujourd'hui, on ne peut plus être prudent en se disant, mais c'est quand même une nouvelle technologie. Vouloir l'appliquer à des enfants de 12 à 17 ans qui ne présentent aucune forme sévère, aucune forme grave. Quand on sait que le vaccin, on le sait aujourd'hui, il y a des études bien documentées qui le montrent, que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, que le vaccin ne vous empêche pas de contracter le Covid et que Pfizer vous dit lui-même, page 97 de son dossier d'AMM, que vous pouvez même être vacciné et faire des formes sévères. Pourquoi vouloir aller, par exemple, vacciner des enfants qui ont entre 12 et 17 ans, qui sont en parfaite santé? Donc là aussi, on se retrouve justement, on ne peut même pas émettre ce principe de prudence, ce principe de précaution tout de suite, sans être taxé de complotiste, et effectivement avec des mots très très forts. Alors moi je ne regarde pas tous ces... Non, mais même de rabaisser un peu, de dire que les gens sont un peu idiots, ignares, imbéciles, de ne pas comprendre en fait. Tout le monde apparemment, ils ont tous passé des doctorats en ARN messager. Tout le monde est médecin, tout le monde est chercheur aujourd'hui. Alors ça c'est impressionnant parce que les gens ont l'impression qu'ils détiennent la vérité. Voilà. Alors bon. En science, il faut un peu d'observation avant de déterminer ce qui est vrai ou pas. Alors, je ne sais pas s'ils sont conditionnés, après... Alors, on va en venir à un des grands paradoxes du moment. Peut-être après la coupure pub, on va marquer une petite page de pub et on revient après, justement, et ce paradoxe sur les médicaments. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de traitement, il y en a qui disent qu'il y a des traitements. Et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que le même CHU qui nous dit qu'il n'a pas de traitement existant traite les personnes. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi ils font des prescriptions. Au début, je pensais que c'était que pour les cadres de la réanimation, donc en urgence, qu'ils utilisaient des médicaments, dont l'ivermectine ou chloroquine et azithromycine, les plus nommés. Mais ils font aussi des prescriptions. Visiblement, ils prescrivent aussi. Ils prescrivent et ils ont empêché les médecins, là, au mois d'août, les médecins traitants, de pouvoir prescrire. Voilà, les médecins pouvaient prescrire, mais en pharmacie, ne délivraient pas de l'ivermectine, par exemple. D'accord. C'était uniquement en passant par le CHU. Donc ils ont un peu concentré toute l'activité, redirigé toute l'activité exactement vers le centre hospitalier. Il y a eu un souci de prise en charge, la prise en charge précoce qu'on avait faite auparavant et qui fonctionnait bien. Je veux dire, moi j'ai suivi une 50aine de suivis Covid et ils sont tous en très bonne santé. Au mois d'août, quand la crise est arrivée, on ne pouvait plus soigner, traiter les gens à domicile. Il a fallu les orienter vers le CHU parce qu'on manquait de concentrateurs et on n'avait plus de prescription d'ivermectine en ville. Donc on vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. C'est ça. Donc la prise en charge précoce, c'est primordial dans le traitement de cette maladie. Alors on a tous des comorbidités.
Voilà. Clairement, on a un très gros taux de comorbidité en Guadeloupe. On a tous des comorbidités. Donc ça, cette histoire de comorbidité, moi, ça me fatigue. D'autant quand on me dit quelqu'un, et moi je dis ça toute la journée, vous vivez avec vos comorbidités, vous prenez un traitement qui est la vaccination, vous décédez. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Vous avez pris une vaccination, c'est QFD. C'est pas les comorbidités qui vous ont précipité, c'est ce que vous avez pris entre les deux. Non, mais les causes de décès sont très sensibles là ces jours-ci. Ça peut paraître il y a logique, beaucoup d'arrêts justement. cardiaques. Il y en a encore 3 ce matin. Oui. Et donc moi j'ai parlé avec les pompiers il n'y a pas longtemps, un peu plus tard qu'avant-hier. Et en fait, ils ne comprennent pas. Voilà. Et quand je leur demande si les gens sont vaccinés, ils me disent oui. Oui, mais on a un autre gros problème. C'est qu'on a des remontées, on a tous des contacts, la Guadeloupe c'est petit. Effectivement, j'ai déjà eu plusieurs remontées de personnes qui m'ont dit donc qu'il y a plusieurs arrêts cardiaques. Les personnes étaient vaccinées. Bizarrement, quand elles arrivent au CHU ou quand on les déclare décédées... Il s'est passé une chose au mois d'août, c'est qu'on a gommé dans les dossiers. Après, voilà, on va vous dire le contraire après, bien sûr. On a gommé dans les dossiers de soins le fait que les patients soient vaccinés ou non. Ça date de quand ? Parce que ça, on l'a confirmé. Début août. Donc avant, c'était bien pratiqué. Avant, c'était marqué, mais début août, avant que la 4e vague nous arrive, a été gommée. D'accord. Pour la simple et bonne raison, ce qui a été avancé, c'est que aux soignants, mes collègues, c'est que les assurances ne prendraient plus en charge les patients qui auraient eu des effets secondaires suite à la vaccination. Donc, valait mieux gommer dans les dossiers le fait que... Ce qui est faux, d'ailleurs, comme dit Maître. Non, ce qu'il faut absolument, puisque c'est vrai qu'il y a quelques mois, ont couru un certain nombre de bruits sur le fait que les assurances ne prendraient pas en charge des décès dus au Covid-19 au motif qu'il s'agissait d'une injection expérimentale, etc., etc. Et puis, il y a eu un très gros rétropédalage de la Fédération nationale des assurances qui a dit « Non, c'est pas vrai tout ça. On assure, il n'y a aucun problème. » Donc, quand j'entends cette explication, c'est que l'an dernier, en fait, au début de l'épidémie, il y a eu quand même l'affaire AXA. Oui, l'affaire AXA. L'affaire AXA était essentiellement sur les problèmes commerciaux. Je connais bien, c'est sur les problèmes commerciaux. C'est-à-dire que, en particulier, les restaurateurs avaient souscrit des polices catastrophe naturelle, mais ça rentre pas en compte. Leur perte d'exploitation s'il y avait un problème. Il n'y avait pas d'exclusion, parce que le mot pandémie n'existait pas encore, et certains ont voulu. Bon, ils se sont fait taper quand même par les tribunaux. Il faut quand même savoir que, c'est pour ça que moi je reviens toujours au niveau du droit. J'ai l'air d'être un peu psychorigide, mais non, mais je pense quand même que le droit est important, parce que c'est ce qui doit normalement réguler On est d'accord. la société. Donc le droit, il peut triompher par les juges. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, je ne dis pas que c'est toujours la vérité, mais là, un confrère de Paris vient de se faire retoquer quelque chose qui me paraît pas normal. Mais bon, toujours en matière d'aberration, comme vous dites, aberration d'obligation vaccinale. Mais aujourd'hui, le droit vous dit non, c'est pas applicable. Parce qu'il n'y a pas de décret. C'est encore moins applicable parce que le ministre a fait des déclarations et on ne peut pas aller quand même, ou alors c'est qu'on se prend pour le ministre. Vous savez, c'est is no good, hein. Alors oui, je veux bien que d'autres se prennent pour le ministre, mais le ministre, non, il est là-bas. Et le ministre, quand il fait des déclarations à l'Assemblée, au Sénat... A priori, elles prévalent sur les déclarations. Elles prévalent surtout, on est bien d'accord. Donc le droit, c'est le droit. Or, aujourd'hui, quand on regarde... cette obligation vaccinale va contre de très nombreuses libertés fondamentales. Et ça, on me dit, c'est pris en compte dans la loi. Je l'ai lu dans tous les sens, à droite. Non. D'accord. On passe dessus. Je pense que certains juges devraient corriger le tir.
Après, il y a un autre élément sur lequel effectivement cette obligation vaccinale repose, et on était en plein dedans, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'autres traitements existants finalement. Parce que... dites-nous. Allez, viens, dites-nous. Je veux dire que bon, c'est pas ma partie, hein. C'est surtout Soumia qui sait ça beaucoup mieux que moi. Mais je veux dire, depuis le temps que je me suis plongée là-dedans, bon, c'est vrai aussi que je m'occupe de droit médical. Donc je suis bien obligée de me renseigner, de me documenter et d'aller voir. Quand je regarde ce que je vois aux États-Unis, en Australie, quand je discute avec certains médecins, puisque comme ils viennent me voir pour que je les défende, bien que je discute avec eux. Donc, bah oui, donc il va y avoir un échange qui va se faire. Et certains vont me dire, mais on n'applique pas forcément de l'ivermectine, de l'azithromycine, de ceci, de cela. On va regarder, examiner le patient. Donc on va faire ce qu'on appelle un interrogatoire habituel avec les patients. On va voir, on va regarder les comorbidités, comme elle dit, tout le monde a des comorbidités, quelles qu'elles soient. Et à partir de là, et à partir parfois d'une radio supplémentaire, parfois d'une analyse supplémentaire, ils vont déterminer les traitements les plus adaptés. Alors c'est vrai que, entre guillemets, on va détourner certains médicaments. Pourquoi je dis détourner? Parce que les pharmaciens de Martinique avait poussé des hauts cris en disant aux pharmaciens, enfin l'ordre des pharmaciens de Martinique avait envoyé une note à tous les pharmaciens de Martinique: vous n'avez pas le droit de laisser passer n'importe quelle ordonnance, vous devez contrôler. Depuis quand un pharmacien contrôle? Celle-là, je l'avais encore jamais entendue. Oui, parce que c'est médical. Oui, je parle bien d'une ordonnance. Donc les pharmaciens étaient un peu contrôleurs contrôleurs de ce qu'on délivre ou pas. Voilà. Alors pourquoi? De leur ordre. Oui, c'est l'ordre des pharmaciens qui avait. Donc c'est l'ordre des pharmaciens qui décide de quel médicament. La Guadeloupe, ils se sont tenus prudemment à carreau. Il y en a qui évitent les prochaines poursuites. Hein. Voilà. Mais si vous voulez, je suis désolée. L'ivermectine, c'est vrai, a un AMM, donc une autorisation de mise sur le marché. Une autorisation de mise sur le marché qui est définitive depuis 2008. D'accord. C'est pas dire la veille. Donc, on peut prescrire de l'ivermectine et en acheter en pharmacie. Alors, attention, l'autorisation de mise sur le marché, alors juridiquement, là je reviens au droit. Oui. Une autorisation de mise sur le marché est délivrée pour un certain nombre de spécificités. Donc, l'ivermectine a une double spécificité: le traitement de la gale. Donc, l'antiparasitaire en question. Et encore plus antiparasitaire, puisque c'est les vers tropicaux. C'est ce que dit le dictionnaire Vidal, qui en est à sa 96e édition. Enfin, je veux dire, c'est la Bible des médecins, des infirmières. Enfin, on vit tous... moi, j'en ai un dans mon bureau, compte tenu du nombre de médecins avec lesquels je travaille. Donc, le Vidal est très clair. L'AMM de l'ivermectine, c'est la gale ou les vers tropicaux. D'accord. Mais il y a d'autres médicaments que je ne citerai pas, où ils ont été développés, j'en pense à un en particulier. On peut avoir le nom. Non, ça n'a rien à voir avec le corona. C'est un médicament c'est un patch qui avait été développé pour le zona. Et au centre Georges Pompidou, au centre de la douleur du centre Georges Pompidou, on s'est aperçu que ce patch avait des effets différents et soigner et vraiment enlever la douleur de douleur articulaire ou musculaire. Or, théoriquement, sur l'AMM, c'est que le zona. Quand on le donne pour autre chose, on se fait taper sur les doigts par la sécurité sociale. Je le sais, je connais un médecin qui a eu ça, qui a prescrit ça parce que la personne en question avait des très graves douleurs rhumatismales, etc. Chacun sait que ce truc est complètement efficace. Il s'est fait taper sur les doigts en disant « Mais attendez, elle n'a pas le zona ». Oui, c'est vrai que l'AMM, c'est le zona. Mais pourquoi ne pas... C'était Pamela qui disait ça. On évolue. Un médicament, on peut découvrir, on le prend pour quelque chose, enfin, techniquement, de manière des chercheurs. On cherche, on trouve quelque chose, on trouve une sortie. Bon, on va avancer sur cette sortie et on va obtenir une autorisation de mise sur le marché, etc.
Mais on continue en général. Ils ne sont pas braqués. Les chercheurs sont des gens qui continuent à évoluer. Et ils continuent à travailler la molécule. Et ils se disent, ah bah tiens, finalement, on pourrait l'utiliser pour ça, pour ça. Donc c'est un problème administratif en fait. Oui, c'est ça. C'est des lenteurs administratives. C'est des lenteurs administratives. Oui. Mais ils auraient pu élargir finalement le champ d'action de l'ivermectine justement en crise en disant c'est un antiparasitaire mais peut aussi servir en antiviral. Et qui a été reconnu par des chercheurs. Avec On a eu le même problème avec la chloroquine finalement. Avec peu d'effets indésirables. Et ça, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de médicaments, c'est-à-dire que beaucoup de molécules ont été découvertes pour un usage, mais après on se rend compte que ces molécules peuvent servir à plein d'autres choses. C'est la même chose pour les plantes médicinales. Et ce qui se passe actuellement, pourquoi les compagnies pharmaceutiques des fois ne veulent plus réinvestir dans tel médicament, pourquoi ça bloque, c'est aussi à cause des brevets. C'est-à-dire que vous avez des compagnies pharmaceutiques qui obtiennent des brevets pour un médicament. Donc le brevet, c'est un droit de propriété intellectuelle qui vous permet d'être le seul à produire ce médicament-là et à empêcher les autres de le produire, vous pouvez les poursuivre. Et donc, du coup, ça permet à la compagnie d'engranger des bénéfices importants, mais c'est un droit qui est limité dans le temps, qui est pour 20 ans, généralement. Et donc, une fois que le brevet est dépassé, une fois que la période est finie, les 20 ans, ça tombe dans le domaine public. Et donc, du coup, d'autres compagnies peuvent le prendre et faire des génériques. Et donc, du coup, vous savez, Big Pharma, ils sont devenus extrêmement puissants. Ce sont des acteurs qui pèsent en milliards de dollars. Clairement. Et c'est d'ailleurs l'industrie, et je vais vous sortir quelques rapports, c'est d'ailleurs l'industrie la plus corrompue au monde. Et donc aujourd'hui, vous vous retrouvez... On précise bien, la plus corrompue. Alors, ça fait partie, oui, non, mais il y a des auteurs qui vous le disent. Alors, je vais vous citer. Les pharmaciens le disent eux-mêmes. Le rapporteur spécial des Nations Unies à l'époque, Daniel Puras, disait que dans beaucoup de pays, la santé est l'un des secteurs les plus corrompus. La Commission européenne vous dit les commissions occultes et la corruption dans les marchés publics et le secteur pharmaceutique demeurent préoccupants. Et un accord là de la Chambre des communes en Angleterre qui vous dit, alors je vais vous le traduire, c'est en anglais, elle vous dit les grandes firmes exercent une influence omniprésente et persistante non seulement sur la médecine et la recherche, mais écoutez bien la suite, mais sur les patients, les médias, les administrations, les agences de régulation et le suivant, la cerise sur le gâteau, et les politiques. Elle s'est infiltrée dans tout le système, à tous les niveaux. Elle définit les objectifs de recherche des médicaments sur d'autres priorités que celles de la santé publique, uniquement en fonction des marchés qu'elle peut s'ouvrir. Donc, vous avez d'ailleurs même des chercheurs, Richard Horton, qui a travaillé beaucoup Lancet, ou Peter Goshiz, un Canadien, qui avait montré qu'en fait, que l'industrie pharmaceutique s'apparente un peu à la mafia, parce qu'il avait montré que chez certaines compagnies pharmaceutiques, elles savent pertinemment, et c'est le cas de notre ami Pfizer, qui est très fort dans ça, que tel médicament produit des effets indésirables. Elles savent que ça va les amener au procès, et donc, mais elles se disent, écoutez, je peux faire par exemple 11 millions de bénéfices. Voilà. J'aurais peut-être, ou peut-être, c'est plutôt des milliards des fois, 11 milliards de bénéfices, c'est souvent 11 milliards de bénéfices, bon, je vais donner 1 ou 2 milliards pour les procès. Et en fait, c'est comme si c'est un loyer qu'elles perçoivent. Donc, elles savent pertinemment les effets secondaires qui peuvent être dévastateurs, mais elles le font quand même parce que ça va rapporter de l'argent. Et Pfizer, que tout le monde encense, et que tout le monde dit Pfizer, c'est une magnifique compagnie, 95% d'efficacité. C'est une compagnie, alors si je peux vous le dire, Pfizer a publié des études sans accès aux données. Elle a été condamnée à 71 reprises en 20 ans pour un record de plus de 4 milliards 600 millions d'amendes. Mais Pfizer, s'en moque éperdument. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a intégré dans son business plan. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment. Il y a un pharmacien qui m'a dit récemment, quand j'ai commencé mes études, je croyais dans ce que je faisais. Aujourd'hui, j'y crois plus. D'ailleurs, il s'oriente vers la médecine alternative. Mais pour lui, un médicament, et ça on l'a constaté nous tous depuis un moment, un médicament va soigner effectivement une pathologie, va être prescrit pour une pathologie, mais parallèlement, il est prévu pour déglinguer un autre organe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires ont très bien manœuvré, je vais dire, pour rester sobre. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un effet secondaire.
vous avez un effet secondaire grave, etc., vers qui vous vous tournez? Ah ben non, pas vers les laboratoires, Ça, parce c'est sûr. qu'ils ont négocié, d'accord, et on ne peut pas les toucher. Vers l'État, non. Enfin, l'État en tant que tel. Vers les prescripteurs, non. Non. Vers les sont protégés infirmières, aussi, non. Vers les cliniques, non. Vous n'avez qu'un seul recours, c'est l'ONIAM. C'est un établissement public qui Indemnise, en fait. Et financé par nos impôts. N'est-ce pas? oui, bien sûr, N'est-ce pas? qui n'a pas de budget complémentaire pour le dossier Covid et qui a mis au point une procédure soi-disant rapide. J'attends d'en faire une. Pour l'instant, je n'en ai pas encore. J'en ai fait d'autres avec l'ONIAM sur les maladies nosocomiales ou des choses comme ça. Mais pas encore Covid. Mais pas encore le Covid, pour voir ce qui va se passer. Mais compte tenu de la façon dont c'est habituellement avec l'ONIAM, comment est-ce que je peux dire gentiment? Ils ont des oursins dans les poches. Oui, je confirme vraiment parce que les personnes qui avaient été vaccinées pour la grippe H1N1 et qui Oui. ont développé des effets secondaires, notamment la narcolepsie, il y a des gens, au bout de 10 ans de bataille juridique, qui n'ont jamais été indemnisés. Il y en a qui ont été indemnisés au bout de 10 ans, il y en a qui attendent toujours, et il y en a en fait qui ont pleuré devant la faiblesse du montant. Donc voilà, et moi je trouve ça d'autant plus grave ce qui s'est passé avec les contrats, quand on connaît des firmes pharmaceutiques qui ont été exonérées de toute responsabilité. Et d'ailleurs elles vous le disent, il y avait un employé Rodebers qui vous disait qui va prendre la responsabilité? Il dit non, pas nous. Il dit attendez, vous croyez qu'on va prendre la responsabilité si dans 4 ans il y a quelqu'un si dans 4 ans les gens développent des effets secondaires avec une vaccination de masse pour un virus dans lequel une bonne partie des gens peuvent être guéris? Il dit non. Il a bien dit, je ne perçois pas un salaire à 7 chiffres pour tomber dans de tels pièges. Donc voilà pour vous dire un peu leur état d'esprit. Et il faut bien comprendre, ce que je trouve dommage que les États ont très mal négocié, c'est que Pfizer, par exemple, rien que... On n'a pas fini l'année. Pfizer, depuis qu'il a commencé à vendre des vaccins, en 6 mois, il a fait 11,3 milliards de dollars. En 6 mois. Le bénéfice net trimestriel a augmenté de 59%. Ils crèvent les plafonds. Donc, or, on va confier la responsabilité, finalement, alors on paye, il ne faut pas oublier qu'on a payé ces vaccins avec l'argent de nos impôts, Clairement. une bonne partie. Pour qu'ils ne tombent pas dans le domaine public, c'est excellent. Donc on a payé très cher, plus on a payé pour la recherche, on a mis des sommes faramineuses. On leur donne du pouvoir. On leur donne du pouvoir, énormément. Plus on repaye ces vaccins, parce qu'on dit que c'est gratuit. Non, c'est la sécurité sociale, c'est nous. Donc on Exactement, repaye c'est ces pas vaccins. gratuit. Et s'il y arrive un problème, De toute façon, c'est le Ils s'en contribuable, on dédouanent. viendra prendre l'argent s'en dans la poche dédouanent. du contribuable. Et tellement de Pfizer, petite parenthèse, tellement de Pfizer a fait de l'argent et qui pense à d'éventuels effets secondaires indésirables, eh bien, ils ont déboursé 2,3 milliards de dollars pour s'offrir une biotech canadienne, Trillium, qui est spécialisée dans les cancers du sang. Donc Pfizer va se spécialiser dans les cancers du sang. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos où ils ont regardé au cellules. microscope, Oui. ouais, Oui, les globules mutilées. rouges. Ouais. Évidemment. Je pense que c'est une stratégie. Et ça, c'est d'autant plus dommage que l'État n'a pas fait ça avec les firmes pharmaceutiques, parce que quand on lit par exemple le dossier d'AMM conditionnel, on se rend compte que les études sur la gynotoxicité n'ont pas été faites. Or ça, c'est des études importantes, parce Je que crois que c'est la phase 2, ça même. mais Moi, j'étais en phase 2. elles n'ont pas été faites. Ils ont sauté. Ça, c'est ce que les chercheurs Phase n'aiment 3. pas ou les médecins n'aiment pas entendre. Oui, mais c'est pas été fait. Ouais. Et donc du coup, on ne sait pas les risques que ça va entraîner sur des On les maladies. imagine bien. On ne sait pas les risques que ça va entraîner même sur est-ce qu'on ne va pas transmettre Bien sûr que une si. défectuosité à nos enfants, Pfizer alors l'a qu'on veut prévu, vacciner des jeunes. Pfizer l'a prévu quand il a sorti le vaccin. Il y a une petite ligne, j'ai pas avec moi, mais qui spécifie qu'une fois vacciné, il ne faut pas copuler pendant un certain nombre de jours d'ailleurs. Ah ouais, oui. C'est marqué en tout petit. Donc ils ont bien prévu Il y avait ça. une étude sur la transmissibilité Voilà. par les voies Et cette sexuelles. fameuse enzyme transcriptase inverse que les médecins n'aiment pas entendre, et pourtant elle est là, elle existe, peut refaire, et ça je n'arrêterai pas de le dire, passer l'ARN messager, donc intégré dans le génome cytoplasmique de la cellule
peut faire repasser dans le noyau, intégrer les gamètes, et après on ne sait pas quoi. Après on ne sait pas, je veux dire, on ne sait pas ce que la nature peut faire. En tout cas, à partir du moment où c'est dans nos gènes, voilà, on peut imaginer. Donc on découvre, hein, et ils découvrent en même temps que nous finalement. Non mais il faut savoir quand même aujourd'hui que on vaccine avec un produit qui a une AMM conditionnelle. Jusqu'au 20 décembre, je crois. Et provisoire. Non, attendez. Le texte n'est pas celui-là. Vous savez, je me fie toujours au texte. Ça fait toujours rire Pamela. Je reviens toujours au texte. Que dit le texte? C'est pas être complotiste, c'est juste lire. Le texte dit qu'à partir du moment où vous avez fait la première injection, que ce soit de Pfizer, de n'importe lequel, donc c'était janvier 2021, vous avez 6 mois pour faire une demande de renouvellement, laquelle demande de renouvellement doit s'appuyer également sur des rapports extrêmement précis sur les effets secondaires. C'est écrit dans le texte. On ne nous a pas parlé de renouvellement. Ah ben si. Donc l'AMM aurait dû être renouvelé il y a quelques mois. Non, on aurait dû déposer le dossier de renouvellement en juillet. Voilà. En juillet, il aurait dû être déposé. Il ne l'a pas été. Et je vais vous raconter une petite histoire, mais vraie. Attendez, Harold, une histoire vraie. Un de mes confrères a attaqué sur ce problème-là de l'AMM conditionnel devant le tribunal judiciaire de Paris. Bon, elle s'est fait débouter sur un problème de forme. Mais c'était très intéressant. Elle a demandé parmi ses demandes, elle a dit qu'elle voulait avoir de la part du gouvernement copie du dossier déposé de demande de renouvellement de l'AMM conditionnel. Et là, l'avocat de l'État, qui avait été recruté sur marché public, a été, paraît-il, complètement paniqué. Et c'est des gens qui étaient dans la salle qui me l'ont raconté. Et le confrère qui a lui-même plaidé. Donc je veux dire, c'est pas, je ne l'ai pas inventé. Et c'est pas une fake news. Et il a dit, ah ben non, mais je ne suis pas mandaté pour répondre à cette question. Y a-t-il ou pas de dossier de renouvellement? Ah oui. Je ne suis pas mandaté pour dire quoi que ce soit, mais de toute façon, je n'en sais rien. À tel point que le président qui présidait le confrère avait obtenu quand même qu'en matière de référé de Raher, elle a obtenu ce qu'on appelle une audience collégiale. Le référé, normalement, c'est le président. Elle a dit que compte tenu de l'importance, elle aurait souhaité qu'il y ait un collège, c'est-à-dire 3 magistrats. Ils étaient tous les 3 là. Et le président a été tellement choqué par la réponse de ce confrère qu'il a demandé à sa greffière d'acter les propos qui avaient été tenus. Ce document est à l'intérieur du dossier de procédure. D'accord. Donc voilà, je veux dire, c'est assez extraordinaire. Il me semble que Maître Bruzat... Non, pas du tout. C'est pas du tout Maître Bruzat. Non, mais je crois qu'il en a parlé. Il en a parlé, mais c'est pas lui. Alors je vais dire D'accord. son nom. C'est Diane Prota, qui est un avocat parisien, avec laquelle j'entretiens des bons rapports. D'accord. Et Diane Prota m'a raconté tout ça tout à l'heure, à 13h. Elle m'a raconté toute cette histoire. Et j'ai le document. Donc je veux dire... Parce qu'il me semble avoir entendu une Mais version moi quasiment... aussi, qui avait... Parler d'une AMM qui devait être renouvelée. Oui, Et non, mais moi j'ai pensé ça impensable en on est fait. d'accord, mais ça tout le monde le dit, moi aussi je le dis. Ouais, mais non, on l'apprend. Ah oui, mais... Parce que moi je me suis pas attardé dessus parce que je me suis dit, mais Non, non, mais vous savez, on c'est a vu comme- décembre 2020. Quand j'ai dit que les décrets n'étaient pas sortis, tout le monde m'a dit, mais non, tu racontes n'importe quoi. Ah bon, j'ai été rechercher le truc du Sénat. Là, je veux dire, c'est mon confrère, donc Diane Prota, avec laquelle nous travaillons, qui m'a raconté ce qui s'était passé et comment ça s'était passé. Parmi ces demandes, il y avait la production de ce dossier. Donc le vaccin est en toute illégalité. Ah, aujourd'hui, pour En nous, fait- pour nous juristes, Bah, d'un point de vue légal, il n'y a pas... s'il n'y a pas de renouvellement de cette AMM au bout de 6 mois, Il n'y a pas... Non, il y a... Entendons-nous bien. oui, qu'on soit précis. Qu'on soit Il n'y a pas eu précis. de demande de renouvellement. Il fallait faire la demande. La demande. Ça ne voulait pas dire... Le renouvellement intervient
normalement en 2022 pour la plupart, hein, ou 2023. Pfizer 20 décembre 2020. Voilà. J'étais voir 20 décembre 2020. Donc, simplement, il y avait une procédure. Si vous voulez, dans certains dossiers, c'est une procédure. Ils peuvent Mais c'est l'enclencher 6 mois maintenant. avant. Non, c'est ils 6 sont mois en avant. retard. C'est 6 La mois avant. procédure, c'est écrit noir sur blanc dans tous les documents. Ah, il y a une date butoir. Il y a une date butoir, c'est-à-dire, D'accord. vous faites la première injection, vous avez 6 mois D'accord. pour nous présenter des rapports Ouais. sur les effets secondaires, D'accord. tout ce que vous avez Pas été pu sérieux. noter, et vous devez, au bout de 6 mois, donc entre Oui, ça fait un an. fin juin et juillet, déposer un dossier pour le futur renouvellement, mais dans lequel vous mettez ces rapports. D'accord. Ok. Et c'est là que... Bonne laisse. Bon, ils vont très certainement apparaître. Et il faut Ah, savoir mais- La date du que, renouvellement. il faut savoir que c'est très important ce que dit Maître Bessis. Parce que c'est bien une AMM conditionnelle, donc ça veut dire que c'est sous condition, elle est valable que pour une durée temporaire. Elles ont même un autre nom. Je crois c'est autorisation temporaire d'utilisation. Ou... Non, ATU. Non, autorisation c'est de pas mise sur le marché, non, c'est l'autorisation autre chose. conditionnelle. conditionnelle. Et Temporaire. l'ATU, parce qu'il y a l'ATU aussi. Ah, ça c'est autre chose. D'accord, bon. Et il y a un certain nombre de choses que les compagnies pharmaceutiques devaient apporter, par exemple, et il y a des études complémentaires qu'elles n'ont pas fini de faire. Et notamment la preuve sur l'efficacité et l'innocuité pour Pfizer, c'est jusqu'en 2023. Donc, comme on a dit qu'on était dans une situation d'urgence, qu'on était dans une pandémie, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas respectées pour aller vite. C'est une procédure d'urgence. Mais il y a un certain nombre de preuves, de dossiers, d'études qui doivent être faites. Et si, dans les études, on voit, par exemple, qu'il y a plus d'effets indésirables que d'effets positifs, elle peut être retirée. Si on voit qu'il y a des traitements, cette autorisation a été donnée parce qu'il n'y avait pas de traitement. On peut alors peut-être, je dis bien peut-être, comprendre pourquoi certains ne voulaient pas qu'il y ait de traitement. Peut-être, hein, c'est juste, est-ce que c'est une question Bah, quand je même pense. dans la sémantique, on veut même pas dire, il y a d'autres possibilités. C'était quand même spécial. Pareil hein. aussi, on remarque que, notamment en France, c'est pas le cas des Pays-Bas, mais notamment en France, il y a un problème pour remonter les effets indésirables. C'est pas En le cas des pharmacovigilance. Pays-Bas. En pharmacovigilance. Alors qu'il ça, nous c'est parle de historique. la pharmacovigilance la plus pointue de toute l'histoire de la Non, ça c'est ce qu'on pharmacovigilance. raconte. En Europe, elle est réputée pour être parmi les derniers de la classe, hein, les Français, en pharmacovigilance. Ah, D'accord. En tout cas, là, tout est occulté. Hein. Et nous, on les constate, par contre, sur le terrain. Essayez Donc dites-nous tout, il faut qu'on sache essayez avant de qu'on se quitte. téléphoner à la pharmacovigilance. Ah non, moi je suis sur leurs chiffres tout le temps. Par contre, mais c'est Je vous vrai dis que... pas leur site. Je vous dis de faire la démarche, de faire une remontée. Mais pour n'importe... Alors, je vais être très très dur, parce que je l'ai rencontré dans un dossier, pour n'importe quel médicament. D'accord. Si vous avez quelque chose à signaler, donc vous devez faire remonter, vous le faites remonter par votre médecin le plus souvent, mais vous pouvez également le faire vous-même. D'accord? Vous allez voir. Ok, je vais faire un test. Je vais suivre le conseil. Alors Soumia, comment ça se passe concrètement? La réalité du terrain, c'est quoi? Ah, les réalités du terrain, c'est compliqué en ce moment. Donc il faut, on a des rapports avec les médecins qui se complexifient. On a des médecins, donc quand ils font partie de Réinfo Covid, ça va très bien pour moi. Quand ils n'en font pas partie, c'est beaucoup plus compliqué, surtout on a de très bons rapports, mais on sent bien que voilà, il y a quand même maintenant une petite distance qui s'installe parce qu'on n'a pas les mêmes façons d'entrevoir les choses. Alors, moi, la vaccination, d'un point de vue personnel, j'y touche pas. Donc vous refusez de vacciner Je refuse de vacciner les patients. S'ils veulent le faire, je les oriente vers des confrères, des consoeurs. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Est-ce qu'ils comprennent votre démarche? Totalement. Totalement, oui. Mais moi, il y a des antécédents. C'est-à-dire que pour le H1N1, cette année-là aussi, moi, je ne vais pas vacciner. Donc, Vous avez fait le bon choix? Exactement. C'est ce que j'ai constaté. J'ai fait ce pari-là et puis finalement, voilà, il n'y a pas eu de reconnaissance derrière. Donc, bon. Non, ce vaccin, je ne le pressens pas du tout. Et puis, force est de constater que beaucoup de gens vaccinés, alors pas dans mon environnement proche, puisque moi, mes patients, pour la plupart, ne le sont pas.
Et même pour tout dire, tous ne le sont pas du tout. Ils sont dans la même dynamique que moi, donc ça va. Mais et ils vont très bien, je tiens à le préciser. Et puis personne n'a eu le Covid dans ma tournée. Donc voilà, c'est à part moi, à 2 reprises, mais sinon, mes patients non. Donc voilà, je me suis isolée et puis bon, tout s'est bien passé. Il y a le volet des traitements aussi. Le gros volet des traitements. On peut traiter ou on peut pas traiter. Mais... Alors, moi, je traite avec le protocole de réinfo Covid. D'accord. Voilà. Quel est-il ? Alors, le protocole réinfo Covid, il y a un protocole préventif et un protocole curatif. C'est toujours à peu près la même chose. Donc, on a la vitamine C liposomale, on a la vitamine D3, on a le magnésium et on a le zinc. Et avec ça, on traite pratiquement l'intégralité. Si on prend précocement les patients quand ils sont positifs, dès l'apparition des premiers symptômes, si on les traite précocement, je veux dire, ça se passe très bien. La vitamine C en injectable devrait être appliquée à l'hôpital. Elle ne l'est pas. Il y a de grands débats au niveau international sur la vitamine C. Certains ne veulent pas, surtout la liposomale, certains ne veulent pas reconnaître finalement son efficacité. Mais c'est vrai qu'il y a un gros débat international dessus. Et des échos que j'ai eus, bon, ça a l'air pas mal. C'est pas si mal. Il faut expérimenter. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu le Covid cette année, là, durant la 4e vague, avec bien 2-3 jours. On a fait des expérimentations sur nous. De fièvre. J'avais donc, non le protocole de l'info-Covid, mais qui est similaire aussi au protocole du conseil scientifique, et j'expérimentais la vitamine C liposomale. C'est impressionnant. En 2-3 jours... c'est pratiquement 100% assimilable, contrairement à la vitamine C que vous pouvez acheter en pharmacie. Voilà. Et manger des fruits avec de la vitamine C, ça n'apporte pas forcément le même niveau qu'on peut avoir avec la liposomale. Mais la vitamine C, liposomale, zinc et vitamine D, qu'on ne trouvait pas. Qu'on ne trouvait pas pendant des semaines. Là, je crois que ça commence à revenir un peu. Je crois qu'il y a une injonction, d'ailleurs, au niveau du gouvernement pour que les pharmacies constituent des stocks et qu'elles aient une longueur d'avance. Je crois qu'elles doivent constituer 2 mois de stock de tous les produits qui pourraient aider à la lutte contre le Covid. Et ça expliquerait peut-être... On a eu plein de soucis au début du mois d'août. On a une rupture de stock des couvillons dans les laboratoires. On a des nouveaux écouvillons qui sont arrivés. On a une rupture de stock de tests antigéniques dans les pharmacies. On a eu une nouvelle marque de tests antigéniques qui est arrivée. Moi, je reviens de Paris, j'ai été dans les pharmacies, j'ai demandé si on pouvait avoir cette même marque. Je sais pas, on peut pas citer, mais ils connaissaient pas. Et nous, on l'a eu tout le mois d'août. Bon. Alors, marque spéciale Guadeloupe. Ouais. Un petit lot qui traînait par là. Voilà. Les écouvillons au laboratoire, c'est pareil, ils ont changé de couleur. Début août. Il y avait 10 jours de rupture de stock. D'accord. Donc finalement, des questions. On a eu les concentrateurs. Moi, la première fois où j'ai appelé pour avoir un concentrateur d'oxygène, on m'a dit, on me dit j'ai une rupture de stock. Et alors j'ai dit attends. Tu as une rupture de stock, du jour au lendemain, là, ça y est, il y a une rupture de stock, c'était début août. Ou alors, tu n'as pas le... J'ai eu cette présence d'esprit de poser cette question, ou tu n'as pas l'autorisation de m'en donner. Et là, elle m'a dit, je n'ai pas le droit de t'en donner. Voilà. Donc moi, j'ai tout de suite compris. Ensuite, on s'est aperçu très rapidement qu'il fallait appeler le 15. Mais alors, quand vous appeliez le 15 début août, d'habitude, moi, ils répondent très vite. Là... Ça répondait pas. Non, ça répondait plus. Alors voilà, il y avait une volonté de tarder dans la prise en charge. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait avec ce patient, parce que ça m'est arrivé une fois et pas 2. Avec ce patient, précisément, qui avait tardé 1 semaine pour aller voir son médecin traitant, qui me désaturait à 80. Quand je suis arrivé chez lui, je n'ai pas pu avoir de concentrateur, donc je me suis bien énervé parce que j'ai appelé tous les prestataires de service avec qui je travaillais. Et ils m'ont tous dit que voilà, ils ne pouvaient pas m'en donner, qu'il fallait appeler le 15. Le 15 ne répond pas. J'ai demandé à la famille, et je le dis, et j'en suis fier, d'aller déposer le patient dans les urgences et de ne pas rester avec lui, de repartir. Voilà, parce qu'il y a une prise en charge qui est obligatoire du patient. J'ai dit, vous voulez sauver votre oncle, vous le déposez et vous partez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, il va très bien. Super. Et je pense que c'est un des premiers aussi, début août. Début août, c'était encore calme. Ouais. Ça a vraiment basculé vers le 14-15. Il y a une autre chose aussi qui s'est passée,
C'est que moi, je comprends pas. On nous dit que c'est l'affolement, qu'il y a plein de choses qui se passent. On va voir, nous. On va voir ce qui se passe. On se déplace, on voit que c'est vide. Et on fait venir la réserve sanitaire sous couvert d'une autre chaîne nationale. Et nous, le collectif Guadaïdel, on demande pour la plupart à aller prêter main forte au CHU et on ne veut pas de nous. Et je me souviens les paroles de la responsable de l'ARS, pour ne pas la citer, qui nous avait dit que si on ne voulait pas travailler, elle allait faire venir des gens vaccinés de métropole. Alors ça, je n'avais pas trop apprécié. D'accord. Je tiens à le dire. Et donc, oui, la réserve sanitaire est arrivée, mais on avait les personnes ici pour pouvoir prêter main forte au CHU. On n'a pas voulu de nous. Moi, j'ai discuté avec des infirmières en interne qui m'ont dit le fait de prendre des personnes en réserve sanitaire, ça évite d'embaucher du personnel en plus. En fait. Alors, ça nous a coûté bien cher tout ça. Donc non, et puis surtout, il y avait aussi une volonté certainement d'appliquer des protocoles que nous, on n'aurait peut-être pas appliqués. Voilà. Dont le protocole dodo, là Hypnovel et morphine. Oui. Donc ça a vraiment été appliqué. Bon, ils l'ont reconnu de toute façon. Bien sûr, j'ai eu des coups de fil de collègues en burn-out qui m'ont appelé pour me dire « Soumia, j'ai tué des gens ». Donc comme moi, j'ai des collègues qui m'appellent à minuit pour me dire « Soumia, j'ai tué 2 personnes ». Et quand je lui pose les bonnes questions, je lui dis « Mais explique-moi, calme-toi, qu'est-ce qui se passe ? Qui t'a donné l'ordre ? Est-ce qu'il y avait des médecins guadeloupéens dans le service ? Non. » Je trouve que là, voilà, ça devient compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a des personnels soignants qui se sont mis en arrêt pendant cette période pour ne pas avoir... Alors ça, je sais pas, mais cette personne-là, oui. Elle a carrément fait un burn-out et puis elle est partie parce qu'elle n'avait pas supporté. D'accord. Le patient en question lui a attrapé le bras, il lui a dit « sortez-moi de là » et elle savait qu'est-ce qu'elle poussait en fait. C'est-à-dire que quand on pousse de la morphine, qu'il y ait des dépresseurs respiratoires et de l'hypnovel à quelqu'un qui est désature de moins de 75, on sait qu'on ne ramènera pas la personne. Donc quand on en a parlé, il y a des gens qui en ont parlé sur le collectif. Moi j'observe beaucoup mon collectif et je vois les collègues qui répondent c'est un traitement palliatif. Non, hypnovel associé à morphine, c'est pas un traitement palliatif. Je suis infirmière de bloc, je sais que l'hypnovel, à quoi ça sert au bloc. La morphine effectivement est utilisée en traitement palliatif, mais les deux associés. On ne ramène pas les gens de moins de 75 de SAT, et même les plus jeunes. Et d'ailleurs, pour citer un journal qui est France Antilles, Martinique, oui. Il y a eu des médecins qui ont témoigné. Exactement. Et qui disaient qu'ils ne pensaient pas qu'un jour on leur demanderait de tuer leurs patients. Mais ça s'est passé aussi en France lors de la première vague avec le scandale du Rivotril. Voilà, il y avait des choix à faire. Le Rivotril, le Remdesivir, toute cette cascade d'aberrations qui deviennent insupportables. Et le diazépam. Exactement. Et donc là, comment vous expliquez, avant qu'on se quitte, comment vous expliquez la vague de décès sans précédent qu'on a eu ici en Guadeloupe, multifactorielle pour certains, pour certains se résument à la vaccination? C'est très très simple, c'est-à-dire que nous on nous enlève l'exercice en libéral, donc les médecins prescrivent dans le vent parce que les pharmaciens ont une note de service, de leur ordre, leur disant qu'il ne faut pas prendre les ordonnances des médecins traitants. D'accord. Voilà. Donc comme ça, les médecens traitants, ils ne peuvent plus traiter de leurs patients. D'accord. Nous, si jamais les patients s'aggravent, on est obligé de les orienter vers le CHU. On est face à un variant soi-disant Delta, dont je doute, puisque normalement, Covid, variant anglais, normalement, c'est censé être de moins en moins virulent et celui-là est particulièrement... Mais c'est ce qui m'a intrigué, c'est pour ça que j'ai demandé aux autorités. En fait, est-ce que le variant Delta était plus mortel et plus virulent que les variants précédents? On m'a sorti une version alambiquée sur... vous voyez pas les chiffres en Guadeloupe? On suppose, à réinfo Covid, qu'on a une combinaison de variants associés une combinaison, il n'était pas tout seul le variant. Variant dingue. Ah, la dingue. Ouais, ils auraient associé... Bon, après, voilà, ce qu'on suppose. Donc, parce qu'on ne sait pas où est passée l'épidémie de dingue. Il y a eu 25 000 cas de dingue, je crois, sur l'année. On ne sait pas. Ça serait une combinaison des deux. Ce qui fait que, voilà, il était particulièrement compliqué celui-là à gérer. D'accord. Alors effectivement, s'il n'est pas pris en charge précocement, on va directement à l'hôpital et puis on rengorge l'hôpital. Et comme on rengorge l'hôpital, le personnel de la réserve sanitaire qui arrive, qui eux font que l'hôtel et l'hôpital,
se retrouvent submergés. Ils annoncent en métropole sur les ondes qu'on a Ebola ici. Et puis, moi, on m'appelle et on me dit qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tous les patients qu'on devrait traiter en ville, on les traite plus. Ils sont à l'hôpital. Et à l'hôpital, au-dessus de 50 ans, on les laisse sur les brancards. Et j'aurais des soucis, moi. Faut aussi Et en dessous de 50 ans, on les traite parce qu'on n'a pas assez de matériel à l'hôpital, donc au-dessus de 50 ans, on les laisse. Et puis après, on arrive à des extrêmes. Et après, avec donc on est obligé de trier selon l'âge, trier en fonction de la désaturation, etc., des comorbidités. Et on a les résultats qu'on a. Une très mauvaise gestion de la politique de santé. Puis aussi, il faut rappeler que notre CHU était déjà en très mauvais état depuis l'incendie. Déjà avant, et puis l'incendie, ça a vraiment achevé le CHU. Et d'ailleurs, vous avez des collectifs qui avaient annoncé ça et qui avaient dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et puis aussi, je pense que c'est l'occasion pour nous de redéfinir notre politique de santé. C'est pas normal en Guadeloupe qu'on ait autant de personnes en surcharge pondérale, hypertendues, diabétiques. Donc je pense que c'est l'occasion de reprendre en main notre santé. C'est l'occasion aussi de penser les soins de façon différente. Nous sommes un archipel. Nous sommes soumis au risque cyclonique, au risque sismique. C'est très dangereux de tout concentrer au CHU. L'incendie nous l'a montré. Cette gestion de la 4e vague nous l'a montré. Quand on concentre tout au CHU, qui n'a pas les moyens, mais forcément, ça arrive à des résultats catastrophiques. Et puis, on n'a pas de réserve. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'a pas de réserve sanitaire, on n'a pas de c'est l'occasion de repenser tout ça. C'est-à-dire que la crise, ça vous permet de montrer tout ce qui ne fonctionne pas. Alors, soit on fait comme on a fait, première, deuxième, troisième vague, on ne change rien. Là, je suis désolée, il y a eu trop de morts. Moi, j'ai perdu des proches avec cette crise-là et des gens qui auraient pu être pris en charge mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils ne le savaient pas, parce qu'il n'y avait pas de médecin aussi qui était présent parce qu'ils étaient en vacances. Donc, au nom de toutes ces personnes qui sont décédées, il faut qu'on repense l'offre de soins en Guadeloupe et qu'on repense cette offre de soins de façon plus caribéenne avec notre archipel, avec nos moyens, qu'on décentralise. Et moi, je travaille sur les théories de l'effondrement. On sait que ça peut arriver à n'importe quel moment. On l'a vu avec le Covid, des crises, ça peut faire basculer un système. Mais comment rendre notre système de santé plus résilient ? Et puis surtout, j'aimerais adresser un message à nos soignants qui ont fait un travail remarquable depuis 2020, qui ont fait un travail, ils n'avaient pas de masque. Ils n'avaient pas de surblouse. Et ils ont quand même affronté le Covid alors qu'on ne connaissait pas grand-chose. Il y en avait des pays, on les a trouvés. Dans les écoles à Basse-Terre. Ouais. Mais il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont fait un travail remarquable, et notamment je pense à ce qui se passe actuellement avec cette obligation, avec ces courriers qui sont faits aux soignants du CHU, qui ont dû vivre des situations dramatiques, qui sont dans un état psychologique vraiment très difficile, et aujourd'hui on les attaque, on s'acharne sur eux. On tirait de l'acharnement. Ah oui, donc s'il vous plaît, moi j'ai envie de dire que voilà. Licenciement. Ou licenciement, mais même en passage, on passe par vous êtes vecteur parce que vous n'êtes pas vacciné. Vous êtes des marchands de mort. J'ai de ces trucs. C'est ça. Donc là, j'ai des collègues qui sont licenciement. Je suis désolée. Le licenciement a été supprimé. Oui. De la loi. Certains pensent que ça va servir de motif, que ça pourrait servir de motif de licenciement. Non. Même pas. Aujourd'hui, ce qui est prévu dans la loi, et c'est le Sénat qui a fait sauter parce que dans le texte original que j'ai eu en main et que j'avais étudié, il était prévu 5 jours. Et après, au bout de 5 jours, il n'y avait même pas de tentative de reconversion dans un autre service, fût-il de manière temporaire. C'était licenciement pour faute grave. Et là, le Sénat a dit « Ah, il n'en est pas question ». D'accord. Ça a été, et on peut saluer notre sénatrice Victoire Jasmin qui s'est battue pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la commission mixte paritaire, qui, vous savez, intervient quand il y a 2 textes, et après elle essaye de trouver in medio stat virtus, en moyenne, et de sortir un texte qui aura l'approbation de tout le monde. Et la commission mixte paritaire, pour cette loi, a maintenu la version sénatoriale sans licenciement. Mais comme entre ce qui est
écrit et ce qui est appliqué, il y a une très grosse marge depuis 1 an et demi. Mais c'est pour ça On qu'il y attendra a de des voir. avocats Voilà. Ah oui, non, mais qui de sont toute là façon- pour vous défendre. Ah non, mais C'est clairement, pour ça de toute qu'avec le conseil scientifique, on travaille en partenariat avec les avocats pour Oui, je suis réaffirmer pas nos seule, droits. hein. Ah mais ce sera la Et prochaine les étape. Covid. Et Ce les sera la infos prochaine Covid, étape. tout à fait. À l'image des Divisio autre et consorts, info. 17 000 plaintes seulement pour Divisio, que des soignants et des médecins. Seulement à lui tout seul, il en a 17 000. Je crois qu'il y en a 30 ou 40 000 qui sont remontés déjà. Et je pense que ce n'est qu'un début. En tout cas, merci beaucoup à vous 3 d'être venus sur ce plateau ce soir et de nous avoir fourni toutes ces explications. On espère vous revoir très prochainement parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Si vous voulez le credo de lundi prochain, je vous le Oui. donne déjà d'office. La santé mentale, nous avons une psychologue, il y a des Ah ben, lundi psychologues qui prochain, si aimeraient ça vous va, justement parler de je ça vous- parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont très mal Voilà. avec le confinement et le stress aussi de tout ça a abaissé notre système immunitaire. Et Ça nous affaiblit. Voilà. Ça nous affaiblit. Et donc il est temps d'aller vers un autre monde. Super. Donc lundi prochain, le mot est pris. On se retrouve donc lundi prochain pour une prochaine émission. Vous avez beaucoup de remerciements venant des réseaux sociaux. Bon, il y a toujours des mécontents, hein, n'est-ce On pas? vous aime, on vous envoie aime de tout le monde. l'amour. Voilà, on vous aime. Et un gros beau, vraiment un bel beau pour nos soignants. On est avec vous. Et le conseil scientifique, Autre Info Covid, Réinfo Covid et bien d'autres, on est avec vous. Les avocats sont avec vous. On ne vous lâchera pas. Et on lâchera pas le morceau non plus. On a vu ça, on a compris au bout d'un an et demi. Là, je pense que le message est clair, net et précis. En tout cas, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le focus est terminé pour ce soir. On se retrouve demain avec nos jeunes de l'équipe WeBash. On parlera encore de la gestion de crise Covid parce que eux non plus, ils n'ont pas tout saisi là-dedans. Donc, on reviendra encore demain dessus. Mercredi, je recevrai Hélène Migerel. Donc, elle nous donnera un peu sa vision de la gestion de crise d'un point de vue sociologique. Je pense que vous avez déjà vu le texte qu'elle a publié, donc vous savez un peu la teneur finalement de l'émission. On va encore envoyer. En tout cas, passez une excellente soirée sur Canal 10. On se retrouve demain. Des bisous, des bisous.